Bonjour, donc désolé du retard. Voilà, donc je me présente, donc je suis Yassine Chaïb, faire le lien avec vous. J'ai déjà fait un travail là-dessus, donc j'avais présenté il y a 2 ans. Donc c'est écrit. Donc je vais un peu faire le lien par rapport aux collègues que j'ai rencontrés. Il y a quelques années, donc il est vrai, j'avais financé une action sur la lutte contre le prosélytisme dans à la maison d'arrêt d'Amiens, qui était d'expliquer aux gardiens de prison de ne pas se faire manipuler par les prisonniers d'origine musulmane sur l'effet quotidien de demander le temps de prière, le ramadan, parce qu'ils ne comprenaient rien. Et on leur a expliqué la quotidiennité la pratique religieuse. Et on avait aussi travaillé, c'était en 2007, je me rappelle très bien, on avait aussi travaillé sur... à ce moment-là, on avait fait une journée sur la radicalisation à Amiens avec Dunia Bouzar. Et entre-temps, on avait réfléchi sur intégration islam. Et moi, depuis donc la radicalisation est apparue, et on a oublié que dans la radicalisation, il y a un des signes faibles qui est un signe fort, c'est le triomphe de la mort, le choix systématique de l'utilisation de la mort. Et souvent, c'est trop tard, mais ce qui est important, c'est de voir pourquoi il y a un triomphe, une fascination de la mort, pourquoi la radicalisation est devenue un mode de développement par le sacrifice. Et donc, pour cela, je fais un lien entre mes travaux précédents, c'était sur la mort en situation d'immigration. Et en même temps, un des fils conducteurs que j'ai entendu tout à l'heure, c'est la polyphonie autour du voyage. Ce matin, je regardais un livre sur le goût du voyage. C'est que on parle beaucoup de voyage, et moi, le voyage, c'est le voyage dans l'au-delà. C'est que il y a une déritualisation de la mort, comme vous savez. Dernièrement, il y a eu des émissions sur la faculté de médecine de Paris, l'utilisation des corps qui sont... le pourrissement des corps dans la faculté de médecine. Dernièrement, il y a eu aussi une émission sur les pompes funèbres. C'est que, comme vous savez, il y a une déritualisation de la mort. C'est que de plus en plus, chacun choisit sa mort, ou bien par la crémation, l'incinération, ou bien choisit sa mort, c'est-à-dire par une méthode, par une réflexion existentielle. Il y a une individualisation de la mort, et donc chacun parmi vous veut se faire enterrer à tel endroit ou tel endroit, par une mort sans frontières, ou bien ce qu'il voudrait, c'est qu'il veut un dialogue avec les survivants, et ou bien il veut qu'on célèbre, on le célèbre par une tombe bien décorée, ou bien ne pas faire de tracas à ses enfants, tout préparé par une assurance vie. Et pour certains, l'augmentation de la crémation, de plus en plus, c'est de vouloir faire une sortie du monde, aller faire un voyage que personne ne comprend, parce que dans l'incinération, quand on assiste à une incinération, on voit bien que la crémation est tellement rapide qu'on n'a pas le temps de faire son deuil, on n'a pas le temps d'accompagner le mort. Et donc, plus en plus, donc on est dans ce qu'on appelle une eschatologie, c'est-à-dire plus en plus, on se projette sur ce qu'on appelle les fins dernières. Chacun choisit sa fin dernière, ou bien se faire enterrer de façon terrestre, à avoir une tombe, ou bien de disparaître par une immersion de ses cendres en mer, ou bien dans la montagne. Et donc cette sortie du monde est aussi utilisée dans la radicalisation. C'est que dans la radicalisation, le triomphe de la mort, il utilise la mort comme la mort est devenue un dieu pour les jeunes radicalisés. Donc là, c'était pour vous dire que pour moi, mon travail, c'est que j'ai lu 3 livres importants qui un peu résument les choses. Donc il y avait Oliver Roy qui a fait un livre qui s'appelle Le djihad et la mort, où là il donne un petit peu pourquoi la mort est utilisée par les jeunes radicalisés dans une dimension nihiliste. Il explique la phrase de Ben Laden: nous aimons la mort, vous aimez la vie. Et il inscrit cette mort djihad dans le côté chevaleresque, puisque au Moyen-Âge, on disait aux chevaliers cherchez la mort à tout prix. Deuxième livre qui est important, c'est le Fethi Ben Slama sur le furieux désir de sacrifice, où il explique vraiment le surmusulman. Et là, on voit comment les émirs, comment un jeune utilise la mort comme une fin en soi.
c'est plus un moyen, c'est une fin en soi. Puis le dernier ouvrage, c'est de Rita Castoriani, c'est le devenir de la sépulture des jeunes radicalisés. Comme vous savez, on ne les a pas enterrés, mais comme ils ne sont pas morts en martyrs dans une droite de la guerre, donc ils ne sont pas reconnus. Comme vous avez vu, Ben Laden, ou même dernièrement, celui qui est mort en Irak, on ne voudrait pas avoir un repère pour qu'il n'y ait pas une célébration de sa mort. Donc, ce triomphe de la mort, ce problème de la mort, donc il expliquait que le jeune, pourquoi on prend jeunesse et radicalisation, c'est que les jeunes, dans leur mode d'identification, c'est le moment où ils mettent les frontières, les limites entre la vie et la mort, et c'est à ce moment-là où il y a un flou et donc ils enlèvent cette limite entre la mort et la vie, et ils utilisent la mort comme fin dernière, et donc par une mort spectacle, une mort factice. Et donc il y a le rétro-planning de la mort en situation de radicalisation, c'est que tellement qu'ils l'ont anticipé, c'est qu'ils laissent une vidéo, ils laissent quelque chose, et ils sont souriants. Et donc ce qui est important, c'est que vraiment cette fascination de la mort devient un moyen, une fin en soi, une fin fatale, et non pas un moyen. Et je pense que il serait intéressant dans cette justice identitaire, parce que depuis ce matin, cette humiliation, c'est qu'il y a deux leviers pour bien comprendre cette mort en situation de radicalisation. C'est la justice identitaire, ce qu'on appelle l'humiliation, tout ça. Donc, depuis ce matin, vous parlez de cette justice identitaire, c'est-à-dire que les musulmans ne sont pas respectés. Mais par rapport à la religion, la religion n'est qu'une toile de fond. Hein. C'est que ce qui est important, c'est l'identification du jeune par la mort. Et pour moi, qu'ils soient pratiquants ou qu'ils ne le soient pas, on l'a bien vu tout à l'heure, c'est qu'ils sont analphabètes dans cette approche de la théologie. Ce qui importe, c'est répéter et être respecté dans cette justice identitaire. Et le deuxième levier, c'est ce qu'on appelle la dignification. C'est-à-dire qu'ils cherchent une dignité, aller au paradis, grâce à ce passage par cette mort en situation de radicalisation. Et ce qui est intéressant dans cette mort, c'est que, comme on l'a vu, c'est qu'il y a le troisième levier de la sépulture, c'est qu'il est important que, si on reprend le mythe d'Antigone, est-ce qu'ils ont droit à un respect des morts? Est-ce qu'ils peuvent être identifiés? Est-ce qu'il y a un droit des familles? Est-ce que l'État peut reconnaître qu'ils ont droit à une sépulture? Et donc, c'est très important de voir la relation entre identité et territoire, comme on l'a vu en Amérique. Donc, ceux qui ont fait l'attentat de 2001, la famille n'a pas pu récupérer les corps, et il y a eu toute une justice par rapport à ça. Je m'arrêterai là parce que vous savez, le texte est fait. Ce que je souhaiterais avec vous, c'est vraiment voir qu'il y a une thanato-politique par rapport à la mort en situation de radicalisation. Et c'est vrai que j'avais mis qu'il y avait une comparaison entre la mort en situation d'immigration et la mort en situation de radicalisation. C'est comme la mort en situation d'immigration, comme vous savez, donc l'immigré, la génération vieillissante, ils sont en train de mourir. Est-ce qu'il y a de plus en plus de sépultures musulmanes en France? Pour l'instant, le dialogue intérieur dans les familles se fait. Est-ce que je laisse des racines à mes enfants en faisant enterrer en France, ou bien on fait le rapatriement? Pour l'instant, pour moi, c'est le sens symbolique du revirement, de l'inhumation de tous les musulmans d'origine maghrébine en France. Est-ce que la règle est devenue l'inhumation en France, ou bien l'exception, le rapatriement? Je dirais que le sens est en train de se construire et le dialogue intérieur dans les familles se fait. Et pour l'instant, je ne vois pas de plus en plus d'aménagements de ce qu'on appelle carré confessionnel ou carré musulman dans les cimetières. Je ne vois pas un boom funéraire au niveau d'une revendication de se faire inhumer en France. Il y a un marché des pompes funèbres, entre guillemets, musulmanes, mais mais il n'y a pas, pour l'instant, il n'y a pas un revirement où les Chibani ou les personnes immigrées vieillissantes se font enterrer en France pour donner des racines à leurs enfants.
pour l'instant, cette question-là, elle n'est pas encore définitivement réglée pour dire, voilà, maintenant, il y a une terre des ancêtres, entre guillemets, les parents se font enterrer ici pour donner des racines à leurs enfants. Pour l'instant, j'aimerais échanger avec vous par rapport à cette question. Est-ce que parmi vos proches ou si vous êtes dans cette situation, est-ce que dans le dialogue ou le débat au sein des familles, est-ce que vous avez décidé que votre mère ou votre père vous allez le rapatrier ou pas? Quel est l'état du dialogue ou l'état des débats? Voilà, je souhaiterais échanger avec vous sur ces deux dimensions. Et deux choses, pourquoi j'ai mis de la situation d'immigration radicalisation, c'est que ce n'est pas le même voyage. Le voyage des parents, ils sont venus dans une migration et maintenant ils se disent, est-ce que je reviens au point de départ ou bien je sors du voyage de la migration pour être dans un voyage de l'ultime geste d'intégration, je reste ici. Et le voyage des jeunes radicalisés, leur voyage à eux, c'est un voyage complètement psychédélique, eschatologique, c'est qu'ils sont dans un voyage où tellement on utilise l'humiliation, la dignité, la justice identitaire, que la mort devient pour eux un moyen de se venger ou de se réhabiliter dans une dignité. Je m'arrêterai là. Merci beaucoup. Donc, je retiens quand même la mort spectacle du jeune radicalisé, la mise en scène. Est-ce que, avant de passer la parole, est-ce qu'à votre avis, les développements technologiques récents ont accru cette spectacularisation de la mort qu'on retrouvait quand même aussi traditionnellement dans un certain nombre de contextes que j'avais évoqués il y a 2 ans lors du colloque? Je pense aux samouraïs, je pense à d'autres systèmes aussi de mise en spectacle de sa propre fin. Est-ce que ce développement technologique a entraîné de nouveaux éléments par rapport... Je répondrai en tant qu'inspecteur jeunesse et sport, c'est qu'il y a une transition numérique. Plus en plus, on développe, nous, des plateformes, boussole des jeunes, tout ça, que les jeunes utilisent la numérisation, la digitalisation, donc c'est les réseaux sociaux. Donc c'est un moyen qui est utilisé pour pouvoir mener à bien la mise en scène qu'ils utilisent. Donc je dirais que c'est le contexte moderne. Je vais préciser ma question. Est-ce que vous faites une différence entre le Blue Elephant, vous savez, où c'est l'éléphant bleu, le Blue Elephant, qui est ce site internet qui incite à des défis de plus en plus importants, les jeunes jusqu'au suicide, et la mise en scène des jeunes radicalisés? Quelle différence vous faites, ou est-ce que ça procède du même mouvement? Moi, je dirais plutôt l'autre est un défi de performance, alors que là, par rapport aux jeunes radicalisés, c'est un défi identitaire. Je veux dire qu'ils sont dans une quête identitaire. Et moi, depuis très longtemps, je travaille sur la construction identitaire des jeunes issus de l'immigration. Donc, depuis longtemps, on voit bien qu'on disait que les jeunes issus de l'immigration, il y avait un problème d'identité. Il est vrai qu'il fallait qu'ils disent « je suis d'ici ou de là-bas », comment dirais-je, pas digérer, mais être en paix avec eux-mêmes du fait qu'ils sont nés ici, pas ailleurs. Je veux dire que d'avoir des racines et d'être à part entière. Moi, je me rappelle très bien dans les années 90, lors des lois Pasqua, on faisait l'accès à la nationalité des jeunes. Il fallait qu'ils prouvent qu'ils soient des Français. Bref, constamment, on est dans de démontrer comme quoi on est bien d'ici et qu'on est Français à part entière. Ce défi de la loyauté, ce défi de comme quoi il n'est pas sûr, bref, de douter de notre appartenance à un territoire, c'est ça qui fait que les jeunes travaillent sur cette question d'identitaire. C'est-à-dire que même s'il n'est pas né, il est né en France à 100%, il a toujours ce doute comme quoi il est d'ailleurs. Et on voit bien que plus ils sont d'ici, plus ils cherchent d'ailleurs. Est-ce qu'il y a des questions? Oui. Allô? Oui. Non, je voulais dire que par rapport à la radicalisation, où beaucoup de gens se trompent, et ça, j'en ai été témoin parce que j'ai vécu la détention, c'est de dire c'est des émirs, des gens débiles qui n'ont aucune formation. C'est faux. Il y a quelques têtes qui ont été d'une grande formation, c'est-à-dire coranique, qui sont partis en Syrie, qui sont partis étudier en Arabie Saoudite, et qui répandent ce qu'on appelle le wahhabisme. Et ce n'est pas de dire oui bêtement, parce que
comment ça se fait que ça marche? Comment ça se fait que l'idéologie, elle se répande et qu'elle marche? Et on voit bien qu'il y a quand même... moi, j'ai vu des salafistes qui disaient, par exemple, Chomsky. Ça, je l'ai vu devant moi. C'est-à-dire Chomsky, le grand intellectuel américain, etc. Pourquoi? Parce que il y a quand même... il faut comprendre ça, cet aspect, c'est-à-dire théologique, qui est forte, avec un wahhabisme imprégné d'une culture, c'est-à-dire anti-impérialiste, anti-américaine, et qu'on démontre ça. Alors imaginez-vous un petit jeune qui est vide, qui manque de culture, qui manque de conscience politique, etc. Et qu'on arrive, et c'est là où j'en viens. Parce que la dernière fois, je discutais avec, vous savez, j'ai un copain avec qui je fais des interventions aujourd'hui, qui s'appelle François Besse, qu'on connaît ensemble, Yazid, qui était l'ancien associé de Jacques Messrine, mais qui fait des interventions aujourd'hui, qui est spécialisé sur Spinoza, qui a énormément lu Spinoza en détention et qui est vraiment changé. Donc, et qui répand un peu la bonne parole un peu partout. Et donc, il me disait, dans les années 70, les années 80, qu'est-ce qu'il voyait en détention? Il voyait un mouvement, on voyait les trotskistes. Il y avait beaucoup de trotskistes qui étaient enfermés et il régnait quelque part un courant idéologique qui était le marxisme ou peut-être même des gens d'extrême droite qui étaient en détention. Mais il y avait un courant, c'est-à-dire il y avait quelque chose qui se répandait et donc où une jeunesse s'imprégnait de ce courant. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a sur le marché? Il n'y reste plus rien. Et quand on va en détention, idéologiquement, c'est la religion. Et ça, je l'ai vu de mes yeux. Alors de dire c'est des débiles qui tombent d'un arbre, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et les gens ont des formations, ils sont dans l'obscurantisme total, c'est une réalité. Mais il y a un discours intelligent. C'est-à-dire qu'on n'arrive pas à dire oui, vas-y, fais-toi sauter, t'es ci, t'es ça, parce que ça ne marcherait pas. Donc il y a toute une approche affective, comme vous l'avez dit, c'est-à-dire très paternaliste, très affectif du parent, très clanique aussi, et en même temps, il profite c'est-à-dire du rejet d'une société, en disant voilà, la France te rejette pour des raisons, et on le voit bien avec une discrimination raciale dans les banlieues, etc. Donc il profite de ça, il profite du conflit aussi qui se passe au Proche-Orient avec l'impérialisme américain, etc. Donc c'est toute cette sauce-là qui fait que le jeune est pris dans une vérité, comme disait le psychologue. C'est pas si facile que ça, c'est pas de dire... Parce que pour combattre quelque chose, il faut le comprendre. Et si on le comprend pas, on le démonte pas, et au contraire, on l'accentue. Donc voilà. Pour clarifier, ce que vous venez de dire, c'est qu'il y a l'islamisation de la radicalisation et la radicalisation de l'islam. La radicalisation de l'islam, c'est l'intellectuel, et l'islamisation de la radicalisation, c'est le délinquant. Oui, je suis d'accord. Il y a deux profils. Je suis d'accord, mais cette idéologie qui est répandue, parce que dans les détentions, ça part bien de quelqu'un. Ça part bien de quelqu'un et ça part. Et moi, je le vois, ça. C'est-à-dire que là, même des jeunes qui commençaient à se faire une conscience politique, j'ai voyé des jeunes qui n'avaient pas de niveau, ils commençaient à se faire une conscience politique dans la religion. Vous voyez ? C'est ce que dit monsieur en disant que se rencontre justement l'islamisation de la radicalisation et des gens intelligents qui radicalisent l'islam. Je suis d'accord. Voilà. Mais ce qui est important, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que c'est une méthode de développement personnel par le sacrifice, la radicalisation pour les jeunes. Donc cette méthode de développement personnel est utilisée par des personnes. Pourquoi les jeunes? Parce que les jeunes sont ouverts à cette méthode de développement personnel par le sacrifice. Et donc il faut bien voir les choses comme ça. Je veux dire que pour moi, le jeune est dans une construction identitaire et il fait une mauvaise rencontre de quelqu'un qui va l'amener à utiliser le sacrifice, ce triomphe de la mort, comme méthode de résurrection, entre guillemets, de triomphe, comme quoi il est attendu au paradis. Alors, est-ce qu'il y a des questions, des recommandations, des idées peut-être un petit peu joyeuses? Là, quand même, ce matin... Mais là, pour la mort, comme je dis, c'est la tendance de tout le politique, c'est que la mort, là, c'est le signaux fort, du moins, c'est le dernier signal de la radicalisation, un peu trop tard, je veux dire que... Mais en même temps, il est mis en scène, il y a une retroplanning, on sait que le jeune, ou la mort est une fin, la mort est devenue un dieu par rapport à cette méthode de développement personnel, si on peut parler comme ça. Et pour moi, je fais partie des cellules de radicalisation, du moins, là je ne suis pas, mais je fais partie de la préfecture. C'est que pour l'instant, on cherche que des signaux faibles parce qu'on est dans la gestion, on est dans le côté ordre public. Mais pour moi, il faut rétablir la dimension sociologique de la dimension globale, comme quoi de comprendre pourquoi un jeune,
s'est mis dans cette construction identitaire pour arriver à utiliser la mort comme mort-spectacle. Tant qu'on n'a pas clarifié ce processus identitaire, on ne peut pas comprendre pourquoi il s'est radicalisé. Après, ce n'est pas la faute à l'autre. C'est-à-dire que si le jeune est rentré dans ce processus, ou bien il avait une faiblesse, ou du moins il était influençable, mais c'est qu'il en a eu besoin, ou du moins il y a entre le manipulateur et le manipulé, il faut aussi voir pourquoi le manipulé rendre à la disposition du manipulateur. Pourquoi il est manipulable? Mais Voilà. c'était le sens de ma question entre le Blue Elephant et parce que moi tout ce discours me rappelle le discours des débuts des années 2000 de prévention du suicide chez les jeunes. Tout à fait. Global. Il n'y avait pas les questions de radicalisation à l'époque, on n'en parlait pas, on ne parlait pas d'islam non plus, mais il y avait des conduites suicidaires qui prenaient toutes les formes possibles et imaginables, et on avait cette question, qu'est-ce qui rend ces personnes plus sensibles et plus manipulables que d'autres? Et puis bon, aujourd'hui, c'est cette rencontre dont on vient de parler qui fait que on parle beaucoup de l'islam, mais je crois qu'il ne faut pas non plus que parler de l'islam. Non, pas du tout. Je pense que dans cette question de radicalisation, j'ai essayé dans mon intervention d'hier, justement, de parler aussi des autres formes de radicalisation. Il n'y a pas que l'islam qui radicalise le jeune aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des... Pardon ? Il y a le banditisme aussi. Il y a le banditisme. Parce que je ne veux pas dire que c'est une forme d'idéologie, mais il y a une sorte de fascination. Il y a une théâtralisation, une mise en spectacle aussi, avec tout le côté, après, le virilisme dont on parle. Tout à fait. Bonjour, Naïma Bentayeb. Je viens de Bruxelles par l'invitation de notre cher ami Moubaraki. Je travaillais animatrice dans un centre des jeunes. Et d'après mes discussions avec ces jeunes-là, j'ai constaté qu'ils se sentaient exclus, ignorés et rejetés, que ce soit d'ici ou de là-bas. Et c'est pour ça qu'ils s'engagent d'aller ailleurs. Ailleurs, c'est la série, l'Irak et tout ça, d'après une proposition qui leur donne un espoir qui va réaliser leurs rêves. Voilà. Donc, c'est vrai que les jeunes d'ici, ils ont toujours des pensées d'ailleurs, mais dernièrement, ils commencent à constater qu'ils se sont exclus, que ce soit ici ou ailleurs. Merci. Tout à fait. Moi, je me rappelle d'une thèse qui a été faite à Grenoble par Chérifa, une sociologue tunisienne. Elle faisait une thèse sur les jeunes des êtres négatifs. Donc, c'est une thèse des années 80 à l'Université de Grenoble. Donc, Chérifa est une sociologue tunisienne et en même temps, elle avait fait l'Association Parfum de la Terre. Et donc, elle avait fait sa thèse pour montrer que les jeunes issus de l'immigration étaient vus comme des êtres négatifs. Oui, mais les travaux ont été très très nombreux pour montrer que la représentation médiatique des jeunes est systématiquement négative. Mais ça, systématique, et c'est pas nouveau. Et c'est pas nouveau. Hein, c'est que, il faut vous dire que les jeunes, ils nous poussent à la tombe. Hein. C'est pas très agréable. Hein, je vous ai montré hier le hockey boomer, c'est pas très sympathique non plus. Ils veulent refaire le monde, ils veulent changer et renverser la table. Et donc, du coup, ceux qui tiennent les rênes médiatiques, systématiquement, il y a eu des études dans les années 90 qui ont été faites statistiques sur la façon de représenter le jeune dans la presse canadienne en particulier, où 95%, quand le mot jeune était cité dans la presse écrite, à l'époque, il n'y avait pas Internet, c'était le côté négatif, une bande de jeunes, etc. Bon, ça, c'est pas nouveau. Oui, et ça entretient cette idée sacrificielle ou d'être à l'extérieur. C'est pas simplement de ne pas être d'ici, c'est aussi de ne pas être de la génération qui est aux commandes. Donc voilà, Allez. Bonjour, Aziz Kishri, je suis également de Bruxelles. Je pense qu'il y a des dates clés dans l'évolution de l'immigration, mais essentiellement des jeunes issus de l'immigration. Si je prends le cas de la Belgique, et je pense que c'est un cas qui se ressemble très fort avec les autres pays d'Europe, c'est qu'il y avait d'abord l'exclusion scolaire. On avait des centres qui s'appelaient les PMS et qui systématiquement, à la fin de l'enseignement primaire,
orienter les enfants des migrants vers l'enseignement professionnel, qui aboutit à l'apprentissage d'un petit métier, parfois, ils quittent au milieu de la route, ils ne sortent même pas avec les certificats de qualification, etc., et qui se trouvent bien sûr exclus du marché de l'emploi et de l'école à la fois. C'est des enfants qui ont aussi vécu des contradictions sur le plan socio-culturel, parce qu'ils vivaient deux situations parfois tout à fait contradictoires. Chez eux, dans la famille, ils vivaient un peu dans le repli identitaire, et quand ils sortent à l'extérieur, ils sont dans une société plus multiculturelle, où il y a une marge de liberté beaucoup plus grande, etc. Et donc ça a quand même été un choc culturel tous les jours, hein, donc à l'école, dans la rue et dans la famille. Et puis après, pour ne pas faire... Il y a ces dates historiques. La première guerre sur l'Irak, et bien sûr les attentats du 11 septembre 2001, et où on commençait à parler d'une guerre de civilisation. Ça veut dire qu'il y a la civilisation chrétienne, la civilisation qui est peut-être plus moderne, plus libre, plus libérale, plus ceci, contre une civilisation archaïque, une civilisation de l'islam qui sanguinaire, etc. Et ces jeunes se sont trouvés de nouveau dans une situation où ils devaient faire un choix identitaire. Et donc, il y a eu un repli encore plus renforcé sur la question identitaire, et cette fois-ci, pas uniquement un repli culturel, mais un repli religieux, parce qu'ils se sentent agressés à travers justement l'agression de l'islam, qui est leur religion et tout ça. Ils se sentaient agressés, et la radicalisation, pour moi, a commencé déjà à se sentir à partir de ce moment-là. Et bien sûr, donc vous avez parlé de la radicalisation de l'islam, ou de l'islam de la les idéologues, c'est des intellectuels, bien sûr, et ils ont besoin de soldats. Mais les soldats, c'est toujours des gens recrutés dans l'ignorance. C'est des ignorants, ce ne sont pas les intellectuels idéologues qui vont se faire sauter. Parce que ces ignorants, on va les enrouler dans un discours où on va leur vendre la vie éternelle. Et donc, la mort en soi, ce n'est pas une fin pour moi. La fin, c'est le paradis. C'est cette vie éternelle qu'on leur promet pour aller justement se faire sauter. Non seulement ça, et avec tous les fantasmes qu'il y a autour de la vie éternelle, autour du paradis. Il y a les hurriyats, comment on dit ça en français? Les belles femmes, les hurriyats, qu'on va avoir chaque jour une femme différente, tout ça, et qu'on a une vie dont on ne peut pas rêver mieux. Il y a ces fantasmes-là. Et puis encore, la vie de leur famille sur Terre, qu'on va aussi vendre le fait que si eux, ils vont faire ce sacrifice, leurs familles seront prises en charge à vie par ceux qui resteront là, donc ils ne doivent pas s'inquiéter que leurs familles vont avoir difficile à mener une vie digne, etc., etc. Et donc voilà, je pense qu'il y a cette question de civilisationnelle qui est au bout de... Et il y a on continue à agresser, bien sûr, l'islam en tant que tel. Bien sûr. L'islam, on est parti d'un islam populaire, d'un islam tolérant, d'un islam de partage, etc., à un islam sanguinaire qui est, comme tu viens de dire, qui est exporté par l'Arabie saoudite. Et donc, il y a aussi ce phénomène de cet enrichissement scandaleux des pays du Golfe, et notamment de l'Arabie saoudite, qui a su payer, et on parle, il y a des chiffres qui remontent à 400 milliards de dollars sur les 20 dernières années, qui ont été investis par l'Arabie saoudite pour propager ce poison wahhabiste à travers le monde. Et ce n'est pas pour rien qu'aujourd'hui,
l'islam le plus pratiqué, c'est l'islam wahhabiste. Les gens, ce n'est même pas par conscience. Donc l'islam qui est en train de se propager, que les gens ont appris, notamment dans les centres islamiques, dans les mosquées, etc., qui sont financés et subsidiés par des canaux du wahhabisme, eh ben, le résultat est là. Donc il y a aussi cette question de l'argent et de l'enrichissement scandaleux de ces pays-là et qui sont encouragés par la plus grande puissance du monde, qui est les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, et c'est ça le paradoxe, le wahhabisme peut être un ennemi, justement, parfois de l'Occident et des États-Unis d'Amérique en particulier, mais c'est les États-Unis d'Amérique qui fait le nid du wahhabisme et qui continue à protéger un État rétrograde, un État sanguinaire comme l'Arabie saoudite. Voilà. Alors, je crois qu'on s'éloigne un petit peu de la discussion. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui, il n'y a pas le mot islam dans le titre du colloque. Hein, nous sommes dans déviance, transgression et radicalisation violente des jeunes. Bon. Que l'islam joue un rôle, c'est indéniable, mais je crois aussi qu'il faut ne pas centrer tout la problématique autour du wahhabisme, même si on peut tout à fait partager aux analyses. Moi, quand j'étais dans les camps de réfugiés afghans, dans les années 80, il y avait des missiles qui étaient vendus comment il s'appelle, aux Peshmerga, là, les combattants. Aux Moudjahidines, merci, aux Moudjahidines par les États-Unis. Donc voilà, c'est cette connivence qui ne date pas d'hier. Je pense qu'elle n'explique pas tout des processus de radicalisation, ni même de cet aspect sacrificiel de la mise en spectacle de la mort. Ça crée un terreau, on est bien d'accord. Ça crée des façons d'exprimer cette radicalisation. Mais en revanche, je pense que le processus de radicalisation lui-même est beaucoup plus profondément ancré dans la société elle-même. Et que ça prenne le côté islam ou le côté dont je parlais hier des extrémistes anti-mariage pour tous, etc. Après, c'est la société qui donne des outils de communication spécifiques à son époque et à son lieu. Alors, allez-y. Mon propos, moi, je le résume comme ça. C'est-à-dire que pour l'immigré, le projet de mort, c'est un projet de vie. Et pour le radicaliser, le projet de mort est un projet de vie. Voilà, c'est ma thèse, comme on dit. Donc, c'est très clair. Donc, l'immigré, le projet de mort est un projet de vie. C'est que où je vais être enterré, ça a du sens pour lui. Alors que le radicalisé, il inverse la dimension. C'est pour son projet de vie est un projet de mort. Donc, c'est vraiment, je résume mon propos comme ça. Et c'est vraiment, si on fait un devoir, c'est ça. Donc, quand on voit la mort en situation d'immigration, bah, qu'est-ce que je vais devenir de mon corps, enterré ici ou là-bas. Donc, on voit bien que son projet de vie, c'est un projet de mort, c'est-à-dire que qu'est-ce que je vais devenir. Alors que dans la radicalisation, la conscience identitaire, elle est inversée. Le projet de mort est devenu un projet de vie. Donc, quand on raisonne comme ça, il n'y a pas de mot d'islam, c'est simplement, c'est une construction identitaire, c'est un processus, c'est un projet, c'est une projection. Et donc, la personne s'est projetée, a filmé déjà comme quoi sa mort en disant qu'il est vivant, puisqu'il est souriant à la fin de la vidéo. Donc, on voit bien que le projet de vie est un projet de mort. Et donc, la mort est prise comme un projet. Donc, et après, le background de qu'est-ce qu'il a amené, comme dirais-je, l'essence religieuse ou autre, peu importe, c'est que la personne s'est mise dans ce processus-là. C'est une petite anecdote. Ah, on entend ? Ouais. Non, une petite anecdote. Moi, il y en a un qui m'avait dit, bon, c'est un peu marrant, mais il m'avait dit, tu auras tout de l'autre côté. Il parlait des femmes et tout, machin. Je dis, bon, déjà, j'ai une belle femme, j'en ai pas besoin. Mais il m'avait dit, tu auras tout de l'autre côté. Et je lui ai dit, prends un appareil photo et reviens me voir. Non, mais c'est un petit peu. Mais pour revenir à tout à l'heure, par contre, j'ai une question pour vous, docteur ou médecin, je ne sais pas comment on vous appelle. Non, la question, c'est que tout à l'heure, ce que vous avez dit, et c'est très vrai. C'est-à-dire que quand vous parlez de la radicalisation ou autre, et qui n'est pas spécialement spécifique à l'islam,
Je le vois, par exemple, on le voit, je vais reprendre Régis Debray, hein, qui en parlait, et qui disait, qui m'a interpellé, qui parlait de... c'est-à-dire, plus on va vers la modernité, plus il y a un retour des archaïsmes. Donc il y a un truc un peu kafkaïen, un peu donc est-ce que c'est pas plus on avance dans la technique, plus on avance dans la modernité, et puisqu'il n'y a pas un retour des archaïsmes, on le voit, par exemple, même dans les milieux populistes aujourd'hui français, on retrouve le nationalisme, le retour à l'histoire, etc., etc. Et est-ce que du côté aussi d'une frange défavorisée, en manque de repères, etc., il y a un retour aux archaïsmes, etc. Alors, je ne voudrais pas paraphraser Régis Debray, hein, parce qu'il n'est pas là, malheureusement, avant qu'il soit dans la salle. Je ne l'ai pas vu arriver. Non, mais ce que dit Régis Debray, effectivement, c'est que les révolutions partent toujours des atours de l'Antiquité. C'est-à-dire qu'il faut avoir une bonne connaissance historique pour pouvoir faire la révolution, vouloir renverser la table, comme je le disais hier. C'est-à-dire Hitler connaissait très bien les Romains et voulait recommencer une république romaine avec des esclaves. Et je pense que ce que vous appelez archaïsme, c'est en fait le simplisme humain, tout bête. La fracture entre eux et les autres, eux et nous, et qui finit par être civilisé dans l'espace moderne depuis les Lumières, et qui essaye de se négocier. On parlait tout à l'heure de justement lever les malentendus, qui est considéré comme un progrès, à mon avis, humain, effectivement, et on revient vers la recréation de malentendus, et qu'on appelle archaïsme parce que c'est comme ça que l'humain fonctionne dans son psychisme normal, et qu'il faut le travailler. Enfin, moi, c'est ma réponse. Maintenant, je laisse... Oui, monsieur. Et puis, je ne sais pas si... Levez la main avant, parce qu'on a du mal quelquefois à voir. Allez. Oui, bonjour. Saïd, je viens de Bruxelles. J'ai retenu la question que monsieur a posée tout à l'heure en disant est-ce que effectivement maintenant est-ce qu'on laisse les sépultures ici ou alors on les rapatrie au pays d'origine. Je pense que la force de la foi, en tout cas, commence à faiblir face aux dépenses faramineuses qui nécessitent le déplacement de ces corps. En tout cas, pour le cas du Maroc, je crois que ça dépasse les 7 000 € pour rapatrier un corps. Et du coup, même si les assurances interviennent, parfois ils interviennent difficilement, parfois ils cherchent à ne pas intervenir. Et donc avec les tracas que ça peut engendrer et les déplacements de toute une famille ou même plusieurs familles avec le corps, ça demande un budget énorme. Et je crois que, en tout cas à Bruxelles, on a négocié plusieurs passerelles dans les cimetières multiconfessionnels, et ça demande un peu moins d'argent pour déposer un corps, et du coup effectivement les racines commencent à se faire voilà. Donc par rapport à la famille, les petits-enfants, voilà, ils ont un endroit où aller se recueillir sur la tombe du grand-père ou de la grand-mère. Voilà. Donc, ça veut dire qu'il y a une rupture de l'affiliation. Donc, entre guillemets, rupture dans le sens que la terre des ancêtres est là-bas, et donc on crée des ancêtres peut-être une nouvelle filiation qui se crée. Oui. Hein, oui, mais il y a une rupture de là-bas et une nouvelle filiation là. Je pense, oui, c'est ça. En fait, on est en train de s'enraciner quelque part, là où, effectivement, les petits-enfants ne retiennent, quoi. Hein. Donc, je crois que c'est... Moi, j'ai eu un décès récemment dans ma famille. Ma belle-mère est décédée. Et donc, elle s'est dit, avant de mourir, elle a dit, moi, mes petits-enfants, j'ai envie qu'ils viennent me voir. Et donc, je voudrais mourir et être enterré ici, le jour où Dieu me rappelle. Et ben voilà, donc on a respecté sa volonté et effectivement, voilà, donc c'était sa volonté de dire mes petits-enfants doivent. Elle n'a pas dit mes enfants, elle n'a pas dit ma soeur, mon frère, non, elle a dit mes petits-enfants parce que c'est plus ça qui le retenait effectivement. Parce qu'à un moment donné, quand elle a eu sa pension, elle aurait pu aller au Maroc, voilà, mais non.
parce qu'il y a les petits-enfants qui venaient lui rendre visite. Non, elle a préféré rester ici. Elle a dit des racines pour mes petits-enfants. Pour mes petits-enfants, oui, Ouais, exactement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'il y a le Maroc Assistance. Normalement, les Marocains, ils ont tous affilié à Maroc Assistance, qui paye à peu près le rapatriement. Et donc, on utilise moins en moins Maroc Assistance, ou peut-être qu'ils sont moins, ils utilisent moins en moins cette assurance. Mais je n'ai pas vraiment, je veux dire, il n'y a pas une vue globale du nombre de décédés qui ne sont pas rapatriés. Mais en tout cas, quand on a été au cimetière à Bruxelles, il y a quand même pas mal il y a toute une passerelle qui est vraiment remplie, quoi. Voilà. Donc, mais ça, ce n'est pas une démarche scientifique pour dire, voilà, le nombre de Marocains de Bruxelles sont enterrés à Bruxelles. Je ne sais pas combien, mais voilà. Donc, mais en tout cas, on le voit de plus en plus. C'était juste pour l'échange que vous avez demandé. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Intervention, oui. Merci. Hier, il y avait une intervention qui m'avait marquée, qui parlait de la radicalisation comme un cheminement. Alors moi, ça m'avait marqué parce que je vois plus comme un processus, comme une manipulation, un embrigadement. On n'y va pas volontairement, enfin, je pense. Et je trouvais qu'il manquait un aspect. J'avais l'impression qu'on parlait beaucoup de la radicalisation des jeunes, plutôt des jeunes hommes. Et j'ai pas vraiment entendu la radicalisation aussi plutôt à destination des jeunes femmes, parce que c'est aussi une autre manière qui est abordée par les recruteurs, qui peut être par la séduction ou bien à travers des projets humanitaires. C'est-à-dire qu'on ne part pas forcément en se disant « je vais me faire sauter ». Mais derrière, c'est un autre rêve que le paradis. Il y a la séduction et il y a aussi voilà, le projet d'humanitaire. Aller sauver le monde, mais est-ce que l'humanitaire n'est pas une radicalité en soi? Mais il n'y a que des hommes sur scène, donc voilà, je ne sais pas si nous sommes à même pour... Ah ben, c'est pas moi qui ai fait le plateau, hein, je ne fais que constater. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut parler de cette radicalisation féminine? Par là-bas? Merci, Allez. bonjour. Camille, donc, je suis anthropologue de formation et j'ai travaillé l'année dernière dans un dispositif qui accompagne des jeunes radicalisés placés sous main de justice, avec du coup une part pour le coup très, très égalitaire, très paritaire entre les jeunes garçons et les jeunes filles. Et effectivement, alors je passe sous le contrôle de ceux qui ont peut-être plus d'expérience et qui s'y connaissent un petit peu plus, mais c'est pas le même mécanisme qu'il y a derrière. Enfin, en tout cas, moi, les jeunes filles que j'ai accompagnées, c'était très différent des parcours des jeunes hommes, avec un recrutement principalement sur Internet, par un réseau aussi de sœurs, donc une recherche d'affiliation avec des sœurs, des représentations féminines, et des parcours de vie. Moi, vraiment, les jeunes filles que j'accompagnais, les récits que j'avais, c'est des parcours de vie d'une violence, mais extrême, et une absence systématique du cadre aussi de la reconnaissance par la loi française des violences subies. Et donc, en fait, une prise en charge, et il y a aussi ça dans ce mécanisme de cette forme d'islam qui est vendue dans tout ce process. Du coup, un recours hyper totalisant. C'est vraiment un truc très totalisant qui vient prendre en charge l'individu dans sa totalité, dans sa reconnaissance de dignité, sa reconnaissance par une certaine loi de son histoire, de son origine, de son identité, enfin... Et du coup, passer d'un corps, enfin, il y a un rapport au corps aussi. Il y a un rapport au corps chez les hommes qui est important, qui se joue, et il y en a un différent qui se joue chez les femmes. D'un corps impur qui devient un corps saint. Un corps saint placé en héros féminin complètement purifié et réparé dans ce qu'elles ont vécu de plus physiquement impacté. Donc effectivement, je pense qu'il y a un vrai travail, et il y en a qui le font. Il y a des psychologues, il y a des personnes qui travaillent depuis un long moment avec les jeunes filles et qui se penchent justement sur cette spécificité aussi du parcours chez la jeune fille, qui va jusqu'à l'amener dans ce process
de radicalisation et d'aller jusqu'au bout de quelque chose qui les amène quand même vers une mort, en fait, qu'elles soient conscientisées ou pas. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu du coup à ta question. Ça me faisait écho à une jeune que j'ai suivie du coup dans le cadre d'une mesure d'AEMO, où effectivement, je rejoins ce que vous disiez, c'est que c'est pas que l'islam. Cette jeune n'était pas musulmane de base, et elle avait un niveau intellectuel qui était très élevé. Donc, comparé à ce que j'ai pu entendre aujourd'hui, enfin, faut pas forcément faire de généralité. Et effectivement, ça a été via les réseaux sociaux où un jeune homme qui avait le double de son âge, mais du coup qui s'est rapproché d'elle. Et en fait, on voit que dans le processus, il a pu, dans son parcours de vie, c'était une jeune qui était adoptée, mais qui l'a toujours su. Et il n'y avait pas vraiment dans son parcours de vie on va dire, de grandes ruptures, mis à part celle-ci. Et il a quand même pu, ce qu'on voit, repérer les failles, là où ça pouvait être compliqué, là où il y avait des tensions dans la famille. Et il y avait la promesse de moi, je vais faire attention à toi, moi, je vais t'élever, quoi. Et il y avait cette manipulation qui était jour et nuit, c'est-à-dire qu'il avait pu la mettre dans un truc où même le soir, il fallait dormir avec lui au téléphone. Enfin, il y avait quelque chose du lien qui était très fort et qui était constant. Et j'avoue qu'en tant que petit travailleur social, on est bien démunis face à ça. On se sent un peu seul. On essaye d'accompagner sans parler d'islam, comme vous disiez, essayer de voir qu'est-ce qui est au niveau du lien, comment est-ce qu'on peut recréer du lien avec la famille, parce que du coup, dans le processus, il y a aussi ça, il y a rompre les liens avec ses proches. Voilà. Donc, et puis c'est vrai que là, moi, ça fait pas longtemps que je suis dans l'Île-de-France. Je n'ai pas encore été confrontée à ça, mais je me demande quelle personne je peux interpeller si je voyais un jeune dans mes suivis avec des signes en me disant « oulala, peut-être qu'il est sur le départ ». Alors, je pense que là-dessus, il faut être très très clair. Ce que vous décrivez, c'est le phénomène du gourou, qui existe en dehors de l'islam, qui existe depuis des siècles, qui n'est pas propre à l'islam. Et il y avait une structure qui s'appelle la Mission interministérielle de vigilance et de lutte contre les dérives sectaires, qui malheureusement va disparaître. C'était interministériel et va se transformer en département du ministère de l'Intérieur de lutte contre la radicalisation, évidemment ciblant surtout l'islam. Or, ce phénomène de gourou et de radicalisation des jeunes, et en particulier des jeunes femmes, n'est pas du tout spécifique à la question de l'islam. Encore une fois, c'est la rencontre de quelqu'un avec une autre personne, c'est-à-dire une personne vulnérable face à un manipulateur, quel qu'il soit, un ou une manipulatrice. Et il y a des associations, alors vous pouvez les retrouver ici, enfin je les connais dans le Val-de-Marne particulièrement, qui permettent justement d'aider les travailleurs sociaux un petit peu démunis, parce qu'on ne va pas jouer les surgourous. On ne va pas jouer c'est moi qui ai raison et c'est l'autre qui a tort. Puis, du coup, elle est partie. Hein. Oui, mais donc il faut se trouver des aides et des accompagnements. Et il y a des dispositifs quand même qui existent. Pour tant que la Mivilude existe, vous avez cette ressource-là. Il faut peut-être aussi militer pour qu'elle ne se transforme pas en spécifique anticorps, anti-islamiste. Voilà. Et ça, c'est très personnel. Monsieur là. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, tout à l'heure là-bas. Merci beaucoup. Pardon. D'abord là, et puis après... Ah, vous êtes redescendu. Très bien. Oui, mais je cherchais là-haut, moi. Allez-y. Oui, c'était pour répondre un peu à la jeune femme, là, qui je ne vois pas son visage, mais moi je suis psychologue en fait et je travaille dans une association. On est en contact avec la préfecture dans le 92 et on a monté un groupe de travail en fait et de réflexion avec des professionnels qui sont confrontés à des jeunes en voie de radicalisation, entre guillemets, radicalisés, etc. Donc c'était un peu pour rebondir sur ce dont vous parliez là. Je pense que c'est important qu'il y ait des choses qui soient... Donc je vous conseille de vous rapprocher de la préfecture. Parfois, il y a des choses qui sont
qui sont faites, ou en tout cas ils ont des informations là-dessus. Et puis je voulais en profiter pour, puisque vous parliez tout à l'heure des différentes formes de radicalisation, et on travaille aussi avec des familles en fait, dont certains enfants ont été signalés, et donc on travaille avec les parents ou le parent. Et il y avait je me souviens d'une maman en fait qui était donc venue dans ce cadre-là et qui nous parlait donc de son fils qui s'était converti à un islam assez radical, etc. Mais elle nous a parlé aussi de sa sœur qui, elle, s'était convertie à un radicalisme très différent, qui était la radicalité plutôt du véganisme, etc. Et c'était des discussions avec elle qui étaient passionnantes, et elle nous relatait des discussions aussi passionnantes sur une radicalité qui était finalement, on s'en est aperçu plus tard, elle était très inquiète, donc il y avait eu un signalement très vite, mais il y avait quelque chose qui n'était pas si violent dans cette famille, voilà, mais avec une radicalité intéressante là pour le coup, et des discussions à table entre eux qui étaient assez géniales. Surtout à table, oui, j'imagine. Exactement, avec qu'est-ce qu'on peut manger et qu'est-ce que ça veut dire aussi de cette construction identitaire de l'un et de l'autre. Alors après, voilà, il y a des liens. Cette maman se retrouve toute seule avec 2 enfants qui sont quand même donc elle se retrouve en difficulté. Donc on travaille aussi là-dessus. Mais sur la question de la radicalité adolescente et de la construction identitaire autour de ça, je trouve qu'il y a des choses qui sont parfois très dramatiques et parfois à exploiter. Et puis voilà, et puis je revenais, je suis intervenue hier, mais je repars un peu sur cette idée de... monsieur, vous avez parlé de quel est le discours qui peut s'opposer à... vous parlez tout à l'heure en prison en particulier, et donc moi je reviens aussi un peu sur ce qui fait rêver aujourd'hui les jeunes, et qu'est-ce qu'on a à apporter nous. On parle de ce qui pose difficulté, de ce qu'on peut améliorer au sein de la famille. Mais qu'est-ce que la société aujourd'hui aussi apporte, amène comme part de rêve. J'ai déjà dit ça hier, mais je le redis encore aujourd'hui. Merci. Est-ce que, Salim, vous avez une réponse à cette question existentielle ? Déjà, je voulais parler vite fait de la sacralité au niveau de la femme, comme elle a très bien dit. Je ne sais pas si vous êtes anthropologue, vous m'avez dit. Ouais, elle est très très bien dit. Il y a une sorte de sacralité. Et moi, je vois, par exemple, si je me retourne un petit peu, je ne veux pas me centrer sur l'islam ou la religion, mais je vois, par exemple, les familles, qu'est-ce qui s'est passé dans des familles, par exemple, dans les cités où j'ai grandi. Je vois un petit peu, par exemple, le grand frère, qui est né, par exemple, mon grand frère qui est né en 55, je le vois. Il écoutait du rock, Creedence, Led Zeppelin, machin, très bien intégré, machin. C'était les années 70. Après, il y avait du travail. On n'était pas dans le chômage, là. On n'était pas dans une crise économique. Et je vois en dessous mon autre frère qui arrive, machin, et bon, lui, il est étudiant, travail, boum, crise. On arrive à la crise économique. Et là, je vois une rupture générationnelle. Le mec en dessous, mon frère en dessous, au-dessus, qui n'est pas du tout... mais pas du tout religieux, qui était né en 55. Et c'est ensuite, tout doucement, en dessous, et on voit une génération tout doucement qui, et ça, je pense que c'est une réalité, par un phénomène d'exclusion, de chômage, de masse, tout doucement, on retrouve ce retour à la religion. Et donc le rêve, c'est le travail. Le rêve, je pense, mais vraiment, c'est le retour au travail, l'ouverture qu'il faut arrêter d'étouffer. C'est-à-dire, on parle de CV, ça existe encore aujourd'hui. C'est encore aujourd'hui, c'est une réalité. Alors je ne vais pas parler du CV anonyme, mais on ne va pas rentrer, ce n'est pas le débat d'aujourd'hui. Mais il y a une réalité de discrimination qui est terrible. Alors ça, on va dire oui, et dès qu'on en parle, on nous sort la carte de la victimisation. Mais une réalité. Alors moi, je ne suis pas du tout quelqu'un qui me plaint. Je vais de l'avant, je fonce. Même s'il y a 10 murs, je vais essayer de les sauter. Mais il y a une réalité... et ça, je l'ai vu, des jeunes qui étaient bardés de diplômes et qui ne trouvaient pas de travail. Et parce que c'est leur nom à consonance maghrébine, etc., etc. Et ça, même des chercheurs le font. Il y a une réalité. Donc le travail, il joue énormément. Il y a le travail, la perspective d'avenir professionnel, l'intégration dans le monde du travail. Ça, c'est quand même hyper important. Après, il n'y a pas que l'aspect négatif, parce qu'il y a beaucoup de gens qui s'en sortent aujourd'hui. Là, je parle du côté un peu négatif. Mais ça, je pense que la valeur du travail, et aussi maintenant, alors la valeur, qu'est-ce qu'on peut offrir en dehors
en dehors des idéologies aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut offrir? Je pense qu'il y a quand même, on est en train de travailler énormément sur la planète et sur l'écologie, et ça peut venir, ça peut être important, je pense, hein, c'est à mon avis personnel. Une dernière intervention. Oui, moi. Allô. Moi, je voulais juste, par rapport à la mort, le fait que, est-ce que vous pourriez penser que, au-delà, on va faire abstraction des religions, puisque les religions, dans les religions monothéistes, c'est nos actions ici qui feront que peut-être on aura une belle vie au paradis ou pas. Mais est-ce que c'est pas aussi le fait qu'il y ait une violence aussi dans notre société par rapport aux images, par rapport au langage, par rapport au non-verbal, les attitudes, les regards? Moi, je rebondis sur ce que vous dites. J'ai 44 ans aujourd'hui. Quand je me balade dans la rue, je ressens encore le regard aujourd'hui, alors que je me considère français. Je suis né ici. J'ai une double culture, mais je suis français. Et pourtant, quand je discute avec des jeunes, ils me disent, au-delà du fait qu'ils soient habillés, lascar, casquette et tout, ils disent, même quand on est normaux, il y a un regard. Et on est quand même en 2020, et ce regard-là, il est toujours présent. Et par rapport à la mort, est-ce que c'est justement c'est banalisé avec toute cette violence qu'ils ont au quotidien, et que on a peur de la mort, mais en même temps, en tant que si on est croyant, on n'a pas peur de mourir. Puisque est-ce que ce rapport-là, au-delà de la religion, fait que ces images de violence à travers les films, les bains de sang, les séries morbides que ces jeunes-là regardent, est-ce qu'il n'y a pas un parallèle à faire avec la vie de tous les jours, et que pour eux, c'est comme si ça ne leur faisait plus rien? Je vous réponds. Donc, pour eux, la mort est un pincement. Donc, je veux dire presque rien. Et donc, ça, c'est important. Donc, et pour répondre un peu plus largement, c'est ce que je disais tout à l'heure sur la justice identitaire. Ces humiliations, ces rejets font que la personne s'isole et trouve un système d'idées ou un système idéologique pour pouvoir se réaliser. Et dans la manipulation, on montre bien que la mort est un pincement, c'est-à-dire c'est presque rien. Donc là, on diminue la mort à un pincement pour bien montrer que ce qui est important, c'est l'au-delà, c'est cette récompense. Et dans la justice identitaire, c'est quand on voit autour de nous des personnes qui sont maltraitées, humiliées, tout ça est un carburant pour une revanche, pour une justice identitaire, et cette justice passe par la mort. Le projet de radicalisation, c'est un pied de nez à la société, puisque le sourire de la vidéo à la fin, pour se dire, voilà, je suis même pas mort. Du moins, il montre comme quoi son corps, il a complètement éclaté son corps, mais il est toujours là. Son image, la dernière image, est une image souriante, comme quoi il est dans l'au-delà. Après, on ne sait pas s'il est vraiment dans l'au-delà ou au paradis. Mais bien sûr que la mort, elle est réduite à un pincement. Merci beaucoup. Donc je crois que oui, vous aviez un juste petit pour mot répondre de... à la question là-bas sur des pistes de solutions, parce qu'il manque partout. Moi, je fais beaucoup de terrain, aussi bien la journée que la nuit. Il faut réinvestir l'espace public. Il n'y a pas de mystère en même temps. Les jeunes vont de moins en moins vers les institutions. Et on le voit bien, les jeunes et les adultes se séparent de plus en plus. Donc on n'a pas le choix. Au bout d'un moment, il faut retourner sur l'espace public en même temps. Quand je regarde dans une ville le nombre de professionnels qu'il y a, mais dans la rue, il n'y a personne. Il n'y a pas grand monde en même temps. Et les jeunes sont entre eux. Et il y a toujours quelqu'un, une grande gueule ou n'importe quoi, qui va leur monter la tête. Donc on a intérêt à un moment donné à réinvestir cet espace. Revenir au b.a.-ba. Arrêter de parler de projets avec des jeunes. La meilleure façon de faire fuir les jeunes, c'est de leur parler de projets. C'est passer du temps avec eux. C'est de partager quelque chose. Et c'est ça qui manque partout. Et moi, j'aime bien travailler sur la phrase, sur le concept, provoquer la rencontre pour se connaître pour se respecter pour vivre ensemble. Donc si on veut vivre ensemble, on a intérêt à un moment donné à recréer ces liens, parce qu'on se sépare de plus en plus. Ce que j'ai dit tout à l'heure, ça c'est la logique de guerre, parce que chacun alimente un discours sur l'autre en même temps. Et au bout d'un moment, les gens vont passer à l'acte en même temps. Donc c'est pour ça que l'urgence, c'est aujourd'hui d'occuper ce terrain et de parler d'amour, parler de liens, parler de tout et de rien, sauf pourquoi on est avec lui. On sait pourquoi on est avec lui, mais il ne faut pas le dire au départ. On parle de rien, on parle du foot, on parle du rap, de n'importe quoi, et ça crée la confiance. Et une fois qu'il y a de la confiance, le jeune, il va sortir ce qu'il a au fond de lui. Même la haine, elle va sortir à un moment donné. Et à la fin de la soirée, il va dire, au moins ça m'a fait du bien parce que moi, j'ai pu parler. Il a pu parler, il a pu exister à un moment donné. Ça peut le changer en même temps. Mais s'il n'y a pas cette rencontre, il y aura forcément des mauvaises rencontres qui peuvent se passer à ce moment-là, quoi. Ça me paraît être une excellente conclusion. C'est dommage que notre responsable de l'ARS ne soit pas présent pour l'entendre. Mais en tout cas, merci beaucoup. Merci. Merci.
Et je laisse la parole. Merci. Je pense que c'était très intéressant, hein, non? Je ne sais pas, mais on peut continuer l'après-midi. Hein. Vous allez voir des expériences. Voilà, si vous voulez avoir un point de vue de ce qu'a dit Yacine Chaïb tout à l'heure, il y a ton article, il est là, il vient de sortir. J'ai présenté hier, mais je n'ai pas parlé de toi. Et aussi de Stéphane Tessier, qui a son article aussi. Donc les deux points de vue sont là, ils seront complétés. En ce qui concerne nos amis, on va produire les actes. Et vous serez obligé d'écrire, sinon je vous fais parler, je transcris, et puis avec mes collègues, ça sera l'échange entre nous jusqu'à ce qu'on sorte quelque chose qui reste pour l'éternité. Hein. Même c'est nos amis, je ne sais pas s'ils partent vers ailleurs, mais l'ailleurs, il est là. Et là, on le construit ensemble. Et je pense, ça a été dit, hein, il a dit que même dans la prison, moi j'étais de la génération 68, même un petit peu avant, et j'étais en Suède en 1970. Et vous savez, là-bas, j'avais rencontré, il y avait la possibilité de faire des études de médecine ou d'autres, mais l'État, il vous donne une bourse que vous remboursez. Et j'ai vu, et l'idée m'est venue par la suite, et on était au CREDA, si vous vous rappelez Tessier. Le CREDA, c'était un centre de recherche sur le dysfonctionnement de l'adaptation. C'était le seul centre ici, en France, c'était à la faculté de médecine, l'unité du CNRS 220. Et c'était quoi? C'était des médecins, des psychologues, des psychiatres, des sociologues, des anthropologues. C'était comme on travaillait un sujet à partir de tous les acteurs. Il n'y avait pas une science, il n'y a pas, c'est un prisme, et chaque discipline, chaque approche, il va nous apporter. Il y avait un professeur qui s'appelle M. Szabo, qui venait de la Hongrie, si je me rappelle, c'était en mission. Il a proposé, en ce qui concerne le milieu carcéral, imaginez-vous, ce qui va se passer au Canada. Il a dit, ce que vous avez dit, hein, ça ne sert à rien entre les deux murs, il faut investir et faire travailler les personnes, les résidents, pour qu'ils remboursent. Les former, c'est parce qu'ils étaient à l'école, puisque vous avez raconté. Donc tout ce qui était dit, c'était vers 1990, 89-90. Et bien il y avait tout un projet que le milieu carcéral, ça soit une institution de rééducation, une école. Et on va, au lieu de construire des murs et que ces murs, ça coûte, au lieu d'avoir des vigiles, et ces vigiles, ça coûte, eh ben, on va former des instructeurs, des professeurs, et les personnes qui ont raté, qui ont été relâchées au cours de leur vie sur le plan affectif, l'école, etc., on va les rééduquer. Donc voilà, malheureusement, ici en France, c'est la répression. On a des murs, et ben on va construire des murs, ça coûte de l'argent, il faut du personnel. Le personnel, je vous en dirai, parce qu'on a travaillé à Migration Santé, on avait un pôle milieu carcéral. Et M. Bess, il a travaillé avec nous durant les années 90 avec un autre qui s'appelait le docteur Nuiwat. Il est là, il est parti à SIDAction. Il s'occupe un petit peu de SIDAction maintenant parce qu'on travaillait sur la prévention au milieu carcéral. On a commencé par la prison de la Santé, après Nanterre, avec Bois d'Arcy, avec Rio, et maintenant on a Villepinte et on a Villejuif. C'est pour vous dire. Et quand on était dans ces milieux-là, je vous dirais que la santé, même avant qu'il soit rénové, il n'était plus pour moi. Quand je rentrais à la prison de la Santé, ce n'était pas humain, pas du tout. Mais c'était moins inhumain que le Bois d'Arcy, par exemple. C'est ultra moderne, c'est à l'américaine. Je ne sais pas si vous la connaissez, c'est un petit peu un centre de rétention. Pourquoi? Eh bien, il y avait une tension impossible. C'est-à-dire, moi qui ai l'habitude, heureusement, je ne peux pas passer devant quelqu'un sans lui dire bonjour. Et c'est les proches, et je l'ai vu une fois, il faut que je le salue ou je l'embrasse. Alors, c'était quand on passait dans ces couloirs, ou quand vous passez, vous faites 10 mètres, vous entendez fermer, ce que vous avez de ce bruit, hein, il est encore, moi je n'étais pas à l'intérieur que pour faire de la prévention, et les portes qui se ferment. Et moi, quand je vois un résident, je les appelle des résidents, pas des prisonniers, rien du tout, eh ben, je l'ai vu la semaine dernière, il passe pour une raison ou une autre, je cours pour le saluer. Et ils m'ont fait la remarque
on ne salue pas de l'autre côté. C'est-à-dire il y avait une guerre, il y avait une guerre de tranchées psychologiques, vous avez dit, mais ça se reflétait même aussi psychologiquement, c'est-à-dire il y avait les autres, il y avait nous, et c'était la guerre civile, presque psychologique. Mais ceci étant, ils sont toujours, je ne sais pas si là où vous étiez, ou ce que vous le connaissez très bien, là, si vous venez avec moi, il y avait des rapports annuels, par exemple, dans un milieu carcéral que je ne citerai pas, il y avait l'absentéisme qui touche à peu près 30% du personnel, c'est-à-dire le personnel, il travaille toujours au ralenti, c'est-à-dire il y a toujours 30% sur les absences pour maladie, pour raison, etc. Et puis on les fait venir. Les gardiens, vous connaissez mieux que moi, et je le répète, c'est qu'ils les font venir d'une autre région de France pour venir travailler 3 mois, 4 mois, une période. Donc les gens, ils sont aussi prisonniers de ce système, ceux qui devraient normalement apporter. Ceci étant, c'est pour vous dire, l'incarcération, la liberté, quel que soit le lieu, on se retrouve privé de liberté, eh ben, l'être humain doit réagir. On m'a posé, par exemple, là, dans une prison où j'ai proposé de faire, au lieu de la prévention santé, eh ben, la citoyenneté, la rééducation de la citoyenneté. Il faut que les gens, je ne sais pas qui a parlé, que ces jeunes sentent qu'ils sont des citoyens comme les autres. Donc il faut leur apprendre. Et ici, ça s'appelle la République française. Il y avait une révolution en 1780, c'est-à-dire les b.a.-ba de la citoyenneté, qu'ils ont des droits, il faut qu'ils se rendent compte qu'ils peuvent, etc., etc. Et à la fin, je ne sais pas, je leur dis, mais vous avez l'âge de mes enfants, venez, comme dirait Maupassant, l'homme, ce n'est pas celui qui tombe par terre et renifle de la poussière, mais l'homme, c'est celui qui se relève. Et l'animal, elle reste toujours à 4 pattes. Donc vous êtes des humains, vous êtes des hommes, il faut recommencer une vie. Donc on essaie un petit peu ce côté affectif. Et croyez-moi, les gardiens me disent, même si on s'embrasse, les enfants, etc. Et ils m'appellent Ami, ceux qui parlent arabe, c'est-à-dire mon oncle, tonton, ou les deux tontons, et on voit que c'est, on veut pas, tout passe par l'amour. L'amour de l'autre. Celui qui ne s'aime pas ne peut pas aimer, premièrement, parce qu'on ne peut pas aimer les autres. S'aimer, ce n'est pas être égoïste, c'est uniquement de dire j'ai 2 pieds, 2 mains, je suis un être humain, je suis de passage, je vais choisir, pas d'aller au-delà, mais je vais choisir de vivre. Chaque jour qui se lève, c'est un jour nouveau et c'est un jour de bonheur. Et ce bonheur ne peut être le vrai bonheur que s'il est partagé. Et c'est pour cela le terme de citoyenneté prend toute sa valeur. Donc voilà un petit peu ce que fait Migration Santé. Et j'insiste, il faut adhérer. Il y a un livre vous sera donné. Il y en a beaucoup qui ont pris, hein, sinon vous n'aurez pas le livre. L'autre point pour l'islam, c'est vrai. Regardez les films égyptiens. C'était dans les années 40, je ne dirais pas 50. Vous voyez les mini-jupes déjà. Et c'était plus qu'Hollywood, c'était l'Égypte dans ce temps-là. Et moi, les films, quand j'ai vu tout petit, il n'y avait pas ni foulard, ni tchador, ni rien du tout. C'était à qui sera le plus libre. Hein. Je ne sais pas si ceux qui m'ont là, je pouvais aller sur Internet maintenant, regarder Umm Kalthoum. Qui ne connaît pas Umm Kalthoum? Sinon, je vais vous chanter. Non, vous ne voulez pas Umm Kalthoum, c'est Calas, par exemple, la grande diva. Il a dit c'était son idole, tu vois, donc ça veut dire pour voir le niveau. Et sa dame, parce qu'il y a l'opéra d'Égypte, je dirais ça parce qu'à un moment donné, puisque vous avez parlé de quand vous étiez dans le milieu, il y avait les idéologies, trotskistes, marxistes, léninistes, qu'il était dans les années 60 et 70. Donc il y avait une pensée. Elle est ce qu'il est, mais c'est une pensée qui va de l'avant. Et cette pensée qui va de l'avant, il peut devenir totalitaire, bien sûr, mais on peut la rattraper. Mais une pensée qui va de l'arrière, c'est malheureux, parce que c'est une pensée qui est sous terre. C'est comme si on veut faire vivre, on va dans un cimetière et on veut dire « relevez-vous ». C'est un petit peu, c'est ce danger, c'est-à-dire le radicalisme religieux, c'est un radicalisme qui nous ramène dans les tombes.
Donc c'est déjà, c'est la mort. Eh bien, on ne peut pas y croire. Mais une idéologie qui nous amène vers la liberté, l'anéantissement, les anarchistes, ils nous disent l'anéantissement de l'État. Et l'homme doit libre, on n'a pas besoin d'État. Il n'y a pas que les anarchistes, il y a Thoreau aussi, si vous vous rappelez. Il faut lire La désobéissance que Gandhi a pris, que Nelson Mandela s'est inspiré. Donc un petit peu de cette volonté, pourquoi je vais payer un État qui va créer des prisons. Donc je vais faire, je ne vais pas la payer. Donc c'est tout. Il y avait des pensées qui donnent à l'homme qu'il y a un espoir dans l'avenir. Et malheureusement, je vous avais dit, dans les années 70, j'étais tout fier quand je me baladais à Stockholm ou ailleurs, ou quand on était jeune, on faisait l'autostop, on fait le tour du monde, et il n'était pas là, un copain, il dit le plus beau voyage, c'est Riard, c'est mon vice-président, hein, si je me permets de dire que je suis président, c'est notre vice-président, et il était lui aussi, on parlait, on rigolait, dans ces années 70, 71, lui, il était, où, avec son R4, il est parti de Paris, c'est un professeur lui aussi de psycho, hein, vous les psychos, vous connaissez entre vous. Donc il est parti avec son R4 de Paris, l'Italie, hein, il vous a visité, et puis après le pays là, bref, en Turquie, puis il s'est retrouvé en Afghanistan. Et il a dit, j'ai jamais vu. Hein, je ne sais pas ce qu'il a vu, mais il a vu des fleurs, peut-être elle était ailleurs, mais les gens l'ont accueilli, des gens sympas, pacifiques. Il n'a jamais, c'est-à-dire le meilleur souvenir d'un peuple en paix et heureux et accueillant, c'était l'Afghanistan. Et qu'est-ce qu'il devient maintenant, l'Afghanistan? C'est quand on parle d'Afghanistan, de terrorisme, de djihadisme, de je ne sais pas quoi. Et oui, il y avait, hein, c'est l'Express qui a sorti une fois des photos, je ne sais pas si vous les avez vues. Il compare des années 1970, toi qui suis tout ça de près. Donc il a pris des photos des jeunes filles, puisqu'on a parlé des jeunes filles, à Kaboul. Vous avez vu ce numéro? À Kaboul, à un marché. Et puis en Égypte, et je pense en Tunisie, hein, c'était ça. Donc en 1970, comment elles étaient les filles, et ils les ont pris en 2019 ou 2018, je ne sais pas. Donc, et c'était affreux, hein, c'était affreux. C'est-à-dire en 78, il y avait qui marchaient à vélo avec des mini-jupes, celles, je pense, de Kaboul, celles qui étaient au Caire, ils étaient, voilà, presque on voyait leurs seins et ça dérangeait personne. Ceux qui étaient en Tunisie, ils étaient... Bref, et puis après, tout le monde, on ne voit personne. Hein. Après, c'était comme un film multicolore. Et puis après, le rideau tombe. Et vous voyez, il faut imaginer des ombres. Donc, voilà, on est, puisque vous avez parlé de l'avenir, face à ce rideau qui se baisse sur la pensée humaine, sur la réflexion, eh ben, il faut lever le rideau et échanger comme on le fait, créer des espaces de liberté. Il n'y a pas à juger, on n'est pas là à juger l'un ou l'autre, on n'est pas là, vous avez raison, j'ai tort, on est en train de se chercher parce que finalement, tout le monde se recherche et si on se met ensemble, intelligence, je dis toujours, il faut qu'il y ait confrontation de l'intelligence contre l'intelligence. Montrez-moi votre savoir, je montre le mien, et évitant que l'archaïsme contre archaïsme qui va aboutir qu'à la destruction. C'est un petit peu dans ce sens où, à Migration Santé, on essaie de penser, de réfléchir, d'évoluer et de dire que le bonheur existe, que le bonheur qu'on se donne soi-même, mais pas d'une manière, comme je dis, égoïste et individuelle. Il ne peut être bonheur ou il ne peut être bien-être que s'il est partagé. Je ne peux pas sourire, c'est l'autre, il est comme ça, comme un mur. Je ne veux pas l'embrasser, c'est lui, il me tourne le dos. Donc le regard de l'autre, est-ce que ça a été dit, Yacine, ou ce qui a été dit sur l'identité? Moi, les jeunes, en vie, je leur dis, mais vos parents vous aiment, vous aimez vous-même, mais alors, qu'est-ce que vous attendez du monde entier? Ce n'est pas le monde entier qui vit dans votre corps. Pourquoi vous attendez le regard? Ça, c'est une facilité. Parce qu'on est sensible, ça dépend de la formation de notre psychique, de notre processus de vie. Est-ce qu'on a la force de se lever? Quand ce Jean Genet, magnifique, vous me rappelez Jean Genet avec votre tête rasée?
Ah, et j'en ai connu un ami qui l'a connu, hein, et qui l'a dédicacé ses ouvrages. Hein? Qui? Mais c'est pas. Voilà, ah ben c'est magnifique. Oui, bah c'est mon maître aussi à penser, hein, c'est un grand homme. Et donc quand j'étais jeune et tout ça, je dis je viens de Paris, ah Jean-Paul Sartre, ah Camus, ah ceci, donc c'était, ah Voltaire. Mais sincèrement, j'ai été plusieurs fois en Allemagne, à Leeds, il y avait des colloques comme ça, quand je parle, et ça m'a, bah, c'est une autre question. Il y en a qui sont français, plus français que moi, tu meurs. Il parle anglais ou il essaie de parler. Moi, j'étais toujours la langue de Voltaire. Alors, c'était marrant. Ça a été marrant parce que je parlais le français. Il y en a un qui me traduit en anglais et il y a l'autre qui traduit en allemand. Donc, je gagne au moins 5 minutes pour réfléchir tranquillement. Parce que si je me lance comme maintenant, je dis que des bêtises. Alors là, chers amis, je vais vous parler aujourd'hui de la question de l'immigration, de la prévention, etc. Et l'autre, elle dit, yes, I'm going to. Bref, c'était un petit peu. Mais il n'y a rien de beau que de lire la poésie dans les langues des autres. Il y avait un ami kurde là, shawarma, on va manger, à midi, il était à côté. Et comme c'était sympa, il avait une petite bibliothèque. Et comme j'adore la poésie, ben, j'ai cherché les livres. Et un jour, il est venu. Et j'étais en train de lire à haute voix en turc. Il m'a dit, vous savez ce que vous lisez, il me parlait en turc. Je dis, je n'ai jamais parlé le turc. Moi, je ne connais pas le turc. Et il m'a dit, mais c'est chantonnant. Et toutes les langues, essayez. Mais quelquefois, par exemple, dit, ben, vous ne pouvez pas. Eh ben, je ne sais pas si vous étiez à la préfecture avec des migrants qui ne parlent pas bien français. Eh bien, il y en a qui me disent, je n'irai pas à l'hôpital, je n'irai pas à la préfecture, parce qu'ils avaient des problèmes de papier. Parce que quand ils arrivent, bon, il s'appelle Mohamed, comme moi, il dit, ah, vous pouvez, quoi? Alors imaginez-vous, de l'autre côté, quelqu'un qui vous dit 10 fois répétez votre nom, uniquement votre nom. Alors, et c'est très bien, Mohamed, on peut le prononcer 2000 fois, c'est comme Patrick, tout ça. Si on est de bonne volonté, on a déjà derrière le rideau de l'autre côté. Et on a entendu 1000 fois les gars qui ont passé qui s'appellent Mohamed, parce que la moitié s'appelle Mohamed, des immigrants. Et même pour ça, le gars, pour son prénom, il est quoi? Il est malmené. Donc finalement, il ne retourne pas. Et même à l'hôpital, s'il n'est pas bien accueilli, eh ben, il ne retourne pas, même s'il est malade. Donc il y avait tout ce processus d'accompagnement qu'on essaie aussi de faire à Migration Santé. Et mon rôle maintenant, c'est de présenter l'ouvrage dans ces illustres. Je l'ai déjà fait, mais je le refais pour le plaisir de rester avec vous. Même si vous ne m'aimez pas, moi je vous aime. Vous savez, peut-être c'est la dernière fois que je vous verrai, hein, parce qu'avec l'âge, il faut bien faire autre chose. Mais comme j'adore ce que je fais, peut-être si mes collègues me supportent encore, je resterai encore en Migration Santé. Donc voilà, pourquoi je prends ça? C'est qu'il est ouvert à vous. Ce que vous avez dit, vos interventions, vos réflexions, eh ben, on va les ajouter. Donc n'hésitez pas à nous envoyer. N'hésitez pas à envoyer vos réflexions, et avec celles de nos illustres intervenants, vraiment, je ne suis pas le seul. On m'a dit que hier, c'était magnifique, et aujourd'hui, c'était sublime. Donc, mais c'est vrai, applaudissez-les hein, si vous êtes d'accord avec moi. Donc, je n'ai pas l'habitude de lancer des fleurs pour ceux qui ne les méritent pas. Hein. Croyez-moi, j'ai des principes. Mais on va en sortir un ouvrage, hein, si vous avez des idées, pas pour nous, parce qu'il y en a, ce livre, il va rester dans 20 ans, 30 ans. Et il y en a des ouvrages de grands. Par exemple, j'ai parlé tout à l'heure de Maupassant. Hein, il était payé pour tirer comment dirais-je, oh là là, les fleurs du mal. De Baudelaire. Non, j'ai dit Baudelaire, par exemple. Son ouvrage, il est tiré à 30 exemplaires. Et c'est lui qui l'a payé. Et après, vous savez qu'il est devenu le livre le plus lu, hein, je pense. Donc celui-là, peut-être,
Hein, si vous y participez, on va le tirer à 1000 exemplaires, mais dans 50 ans, ça sera le livre le plus lu, avec des noms que vous voyez ici. Donc, on reprend à 14h30. Et bon appétit. Hein 14h. Donc, on m'a dit 14h.